Je ne suis pas un historien. Je ne suis pas un architecte. Je ne suis pas non plus archéologue. Non, je ne suis qu'un passionné de son département qui vous emmène découvrir les villes et villages de l'Oise. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Saint-Leu-d'Esserent. Saint-Leu-d'Esserent est une petite ville d'environ 5000 lupoviciennes et lupoviciens et se situe au sud de Montataire, au croisement des départementales 92 qui mène de Neuilly-en-Thelle à Tiverny, de la départementale 44 qui mène de Noailles à Vineuil-Saint-Firmin et de la départementale 12 qui mène de Saint-Leu-d'Esserent à Terdonne. Saint-Leu-d'Esserent fait partie du canton de Montataire et de la communauté d'agglomération de Creil-Sud-Oise-Laxau. La commune a un des territoires les plus grands du canton et comprend au nord de vastes champs, une partie du bois Saint-Michel et est délimitée au sud par la rivière l'Oise. Saint-Leu se trouve sur la rive droite de l'Oise et accueille un pont sur la départementale 44. La commune a un blason facé d'argent et d'azur de 6 pièces bordé de gueules qui est le blason des comtes de Dammartin. Pour la toponymie, Wikipédia propose une cinquantaine de noms du XIe siècle à aujourd'hui qui se ressemblent beaucoup. Je ne vais donc juste vous nommer que ceux donnés par Louis Grave dans son précis statistique, qui sont beaucoup moins nombreux. Vous pouvez quand même vous rendre sur Wikipédia si vous voulez en apprendre plus. Donc Saint-Leu-d'Esserent a eu les noms jadis de Assarante ad Isaram, Esserante, Esserent, Esserent, Saint-Lupus de Esseranto, Saint-Leu-sur-Oise, Côte de la Liberté-sur-Oise à la Révolution, pour devenir le Saint-Leu-d'Esserent d'aujourd'hui. Esserent était le nom d'origine auquel a été ajouté le Saint-Leu, nom picard de Saint-Loup, et ici il me faut faire un mea culpa. Lors de la découverte de Villers-sous-Saint-Leu, j'ai parlé de Saint-Loup, évêque de Troyes. Mais il existe plusieurs Saint-Loup en France. Saint-Loup de Troyes, Saint-Loup de Sens et Saint-Loup de Soissons. On pourrait penser que le Saint-Loup qui a donné son nom à la ville soit celui de Soissons, puisque son nom a été picardisé pour devenir Saint-Leu. Mais en fait, le nom de Saint-Leu vient de Saint-Loup de Sens. Donc je me suis trompé, et oui, ça arrive. Autre précision, Assarante ad Isaram fait référence à l'Isara, premier nom de la rivière l'Oise, cité par l'auteur latin Lucain du temps de Jules César. Voilà pour ce qui est du nom de Saint-Leu-d'Esserent. La ville a un hameau au nord-est, le Petit Terrain, et avait un autre hameau autrefois, Boissy, comme on le voit sur ce plan de Cassini, qui depuis a été englobé dans la ville avec l'extension des habitations pour en devenir un quartier. Le territoire de Saint-Leu-d'Esserent semble avoir été occupé depuis la préhistoire, puis une cité gallo-romaine y fut installée, et y seront retrouvés des vestiges des époques mérovingiennes et carolingiennes. C'est en 1081 que Hugues, comte de Dammartin, seigneur d'Esserent, fonda le prieuré. Il est une légende qui dit que, ayant été fait prisonnier lors d'un pèlerinage en Palestine, sa rançon fut payée par les religieux d'une petite maison bénédictine qui existait près du bois Saint-Michel. Pour les remercier, il fit bâtir l'église et le prieuré dans l'enceinte d'un château fort près de la rivière. Il remit ces bâtiments à Guy, évêque de Beauvais, à condition de les donner à l'abbaye de Cluny et d'y établir un monastère de cet ordre, ce qui fut accepté. Les travaux de l'église actuelle commenceront vers 1140. Le comte donna en plus tout ce qu'il possédait dans la ville, dîmes, terres labourables, bois, prés, vignes, serviteurs, justice, coutumes, ainsi que la rivière et son passage. Hugues de Dammartin fut inhumé dans l'église, lui à droite et son épouse à gauche du sanctuaire. Par la suite, de nouvelles donations des comtes de Dammartin et de Clermont viendront augmenter la richesse du prieuré. En 1175, des religieux, étant molestés par la noblesse des environs, se mirent sous la protection de Robert de Clermont, auquel ils accordèrent une demeure avec murs et fossés, mais sans tour, à Esserent. Par acte de 1230, le comte de Ponthieu gratifia le prieuré d'une rente de 10 000 harens qui fut plus tard convertie en redevance annuelle de 10 livres parisis. De là vient peut-être l'expression « l'argent n'a pas d'odeur » contrairement au hareng.
C'est en 1358, le 13 mai, ici même, qu'éclate la Grande Jacquerie, révolte des paysans contre les nobles par le massacre de 9 gentilshommes qui voulaient traverser l'Oise pour entrer dans la ville. Cette révolte menée par Guillaume Carle, ou Cal, prit fin le 10 juin par un massacre des Jacques à Mélo. En 1359, Saint-Leu fut surpris et pillé par les Anglais et Navarrois de la garnison de Creil. Une partie des habitants fut tuée et l'autre partie s'enfuit pour éviter le même sort. Les religieux furent pris et obligés de payer une rançon sous peine de voir brûler l'église et le prieuré. Ils obtinrent par la suite des lettres de pardon de la part de Charles, régent du royaume, pour cet acte de soumission forcée à l'ennemi. À l'automne 1652, durant la Fronde, Saint-Leu évita la ruine grâce à Henri de Campion qui, avec Charles de Rousse, marquis d'Alembon, se dirigeait vers Compiègne en venant de Beauvais. En effet, le marquis d'Alembon avait pris l'habitude de rançonner les villages qu'il visitait. Et à Saint-Leu-d'Esserand, pourtant du parti royaliste, Alembon et ses hommes furent contenus par Campion qui les empêcha de commettre des pillages. Ils partirent de la ville quelques jours plus tard vers Compiègne sans avoir commis le moindre forfait. L'histoire de Saint-Leu, c'est aussi juillet-août 1944, lorsque des bombardements alliés ont détruit presque toute la ville et celle de Saint-Maximin. Et cela afin de détruire les unités de stockage des missiles V1 allemands cachés dans les carrières de ces deux villes. À Saint-Leu d'ailleurs, on voit encore un bunker allemand destiné à protéger l'accès à l'une de ces carrières. L'exploitation des carrières de Saint-Leu était connue avant Jésus-Christ et a connu sa première expansion aux périodes mérovingiennes et carolingiennes. Vers le XIVe siècle, la pierre est exploitée pour des constructions religieuses et au XVe sur beaucoup d'autres constructions et surtout à Paris. Elle a d'ailleurs été utilisée dans la construction des Invalides, du Louvre, du Palais Bourbon, de l'Élysée, mais aussi pour la construction de la cathédrale Notre-Dame et récemment pour sa restauration après l'incendie de 2019. L'histoire de Saint-Leu-d'Esserand est bien sûr indissociable de son prieuré et de son église, mais il y a un autre monument dans la ville dont très peu connaissent l'existence, le château de la Guédière. Cet édifice était une maison fortifiée construite en 1176 que l'on doit au comte de Clermont afin de protéger le prieuré où des hommes d'armes y étaient logés pour y assurer la protection des moines. À sa construction, il ne se composait que du bâtiment à gauche près de l'église, puis au cours des siècles le château s'agrandira, d'abord au XVe avec la partie au centre, puis au XXe avec la partie où se trouve actuellement la mairie. Cette demeure comprend aussi de beaux jardins, dont un où l'on peut admirer le château et l'église. Et justement, allons découvrir cette église de Saint-Nicolas. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, juste en faire une description succincte, sinon nous y passerons la journée. Mais le site de la mairie dispose de vidéos pouvant vous fournir plus d'informations sur cette église, tout comme Wikipédia et le site des églises de l'Oise de M. Dominique Vermand. Mais avant tout, mettons-nous d'accord sur un point. L'église Saint-Nicolas de Saint-Leu-d'Esserand est souvent considérée comme une église abbatiale, ce qui peut se comprendre car elle dépendait de l'abbaye de Cluny, mais à Saint-Leu, elle était l'église du prieuré, donc une église prieurale. Voilà, continuons. L'église, irrégulièrement orientée, est classée au monument historique depuis 1840 et elle fut d'ailleurs l'un des premiers monuments à être classé dans l'Oise et en France. Elle est orientée sud-est, ce qui donne un chevet au sud-est, une façade occidentale au nord-ouest et des côtés est et ouest. Deux premières églises existaient avant la fondation de celle que l'on connaît actuellement. Après des fouilles au dernier quart du XIXe siècle par Paul Selmersheim et selon un plan de la première église de Eugène Lefebvre-Pontalis, l'église romane devait être assez vaste. Mais des fouilles en 1955 menées par Pierre Durvin ont révélé un édifice nettement plus petit. Donc les dernières suppositions font état d'un premier édifice, remplacé par une église romane plus grande en 1081 et enfin en 1140 où débutera la construction de l'église actuelle. Elle sera terminée en 1200. L'édifice est restauré une première fois au XIVe siècle et est préservé à la Révolution car il est le seul lieu de culte de la commune. Par contre, les bâtiments conventuels, eux, seront démembrés en 3 lots.
Dès 1846, après son classement aux monuments historiques, une autre campagne de travaux est entreprise pour sauver l'église en mauvais état qui se finira en 1889. En 1947, d'autres travaux de restauration auront lieu pour réparer les dégâts des bombardements de 1944. L'église Saint-Nicolas se compose d'un narthex ou avant-nef, d'un vaisseau central de 9 travées avec bas-côtés et d'un chœur avec abside à 5 pans. La façade occidentale, au nord, comprend le porche d'entrée accompagné de 2 fenêtres de chaque côté, surmontées de 6 fenêtres, puis d'une très belle rosace et d'une tour de 2 étages se terminant par une flèche octogonale en pierre. Comme on peut le constater avec le départ d'un mur à gauche de la rosace, une deuxième tour probablement identique aurait dû être construite mais elle est absente de nos jours, soit par manque de financement ou soit qu'elle fut détruite en début de construction pour une raison inconnue. Les côtés est et ouest se ressemblent beaucoup avec les fenêtres des bas-côtés, les petites fenêtres du triforium et enfin les grandes baies du haut de la nef. Le tout est accompagné de puissants arcs-boutants. Le côté ouest comprend en saillie l'ancienne chapelle baptismale. Mais le plus spectaculaire reste le chevet avec son abside pentagonale et ses 2 clochers. Il faut noter que le soubassement de l'édifice qui suit le tracé des chapelles l'a fait paraître de la départementale 92 beaucoup plus haute qu'elle ne l'est. C'est un édifice remarquable qui se dévoile sous nos yeux et l'une des plus belles églises que j'ai vues jusqu'à maintenant. Et l'intérieur est incroyable. D'une taille digne d'une petite cathédrale, elle mesure 70 mètres de long, 21 mètres de large, pour une hauteur de 21 mètres pour le vaisseau central. Un narthex ouvert accueille paroissiens et visiteurs. De même largeur que le reste de l'édifice, il supporte l'étage de tribune et la tour occidentale. La nef de 6 travées est garnie de chaises et les bas-côtés servent à la circulation. Au-dessus du narthex se trouve une belle salle voûtée avec un lapidaire, un ensemble de pierres intéressantes de l'église récupérée au cours des travaux successifs. Les arcades et les piliers sont pratiquement tous identiques avec de beaux chapiteaux. À l'étage se trouve le triforium qui fait le tour de l'édifice en passant par l'abside et un dernier étage comporte les magnifiques grandes baies qui elles aussi font le tour de l'église. Les vitraux sont tous assez récents, de 1960, et sont l'œuvre de 4 maîtres verriers, Pierre Gaudin, Max Ingrand, Jean Barillet et Jacques le Chevalier. Le chœur comprend aussi des chaises, l'autel liturgique et est contourné par un déambulatoire qui donne accès aux chapelles. Toute l'église est voûtée d'ogives avec une magnifique voûte dans le chœur. Les fonds baptismaux sont à gauche en entrant, mais se trouvaient auparavant dans la chapelle baptismale à l'ouest. Je vous laisse profiter quelques instants de cette belle église Saint-Nicolas. L'enceinte du prieuré était d'une superficie de 3 hectares et était délimitée par un mur d'enceinte qui est encore en partie visible de nos jours.
Des vestiges du cloître sont encore visibles à l'est de l'église et la porte d'entrée d'origine se trouve à gauche de l'église et donnait sur une cour. La très belle porte fortifiée, rue de l'église, fut construite au XIVe siècle pour la protection contre les Anglais lors de la guerre de Cent Ans. Du prieuré ne reste que quelques vestiges, la porte d'entrée, impressionnante, rue de l'église, ainsi que les vestiges du réfectoire, du cloître et de la salle capitulaire qui sont visibles lors des journées du patrimoine. Il reste aussi les vestiges du colombier de la ferme du prieuré que l'on peut voir de la rue du Bourg. L'ensemble de ces vestiges sont classés au monument historique depuis 1862. Retournons dans les rues de Saint-Leu-d'Esserand. Le monument aux morts se trouve près de la place de la République et l'on trouve 6 calvaires dans la commune, dont un qui a perdu sa croix. Un premier en bas de la ruelle du Mouton, un autre à droite du parvis de l'église, un autre au coin de la rue des Forges et de la rue du Pilori, un quatrième près des Champs qui a donné son nom à la rue de la Croix-Aude, et un cinquième rue de Boissy où se trouve aussi le sixième mais qui lui a perdu sa croix. Le 12 juin 1944, un B-26 de l'US Air Force s'est abattu par la DCA allemande et s'écrase dans une gravière près de la base de loisirs entre Saint-Leu-d'Esserand et Villers-sous-Saint-Leu. Des 7 hommes d'équipage, seuls 2 survivront et seront faits prisonniers. Il y a encore 7 panneaux de signalisation Michelin des années 60 dans la ville, dont 2 ont été peints car la route est désormais une impasse. Comme à Tiverny et à Villers-sous-Saint-Leu, une maison du quartier de Boissy comprend 2 anciennes fenêtres murées avec un trilobe au-dessus, symbole que l'on retrouve en général sur des églises et dont j'ignore toujours la raison de leur présence sur ces maisons. Pour l'éducation, la commune compte le groupe scolaire Jean-Baptiste Clément, avec maternelle et élémentaire, l'école maternelle Jean Massé, l'école élémentaire Raymond de Carbon, ainsi que le collège Jules Vallès. Une grande médiathèque se trouve près de la mairie, ainsi qu'une école des arts qui regroupe arts plastiques, danse, théâtre, musique et l'atelier des moines rue du Bourg. Et la ville compte une quarantaine d'associations culturelles, sportives, de mémoire ou scolaires. Il y a une aire de jeu pour enfants rue Pierre et Marie Curie, une autre place de la République et une autre rue Elsa Triolet, ainsi qu'un city-stade près du complexe sportif Pascal Rousset. Ce complexe sportif comprend le stade de foot et d'athlétisme, terrain de tennis, boulodrome et un gymnase. Impasse du Cheval-Pierre se trouve le pas de tir de la compagnie d'arc de Saint-Leu. À ces équipements sportifs, il faut ajouter la base de loisirs de Saint-Leu-d'Esserand. Cette base est gérée par le syndicat intercommunal de la base de loisirs, le SIBL, qui regroupe les communes de Saint-Leu, Montataire, Saint-Maximin et Tiverny. Le site propose baignade surveillée, aire de pique-nique avec barbecue, centre équestre et balade à poney, golf miniature, aire de jeu pour jeunes enfants, patinoire synthétique pour rollers, cafétéria et snack, terrain de basket, petit camping pour les groupes, acrobranche, plaine de jeux d'eau, canoë, kayak et pédalo, et surtout l'aquaslide sur le lac. De quoi passer de bonnes journées incroyables entre activités sur l'eau ou dans le parc de 40 hectares. Vous pourrez bien sûr trouver plus d'informations sur leur site internet. Près de cette base se trouve le joli parc de la Garenne avec de grands espaces pour la promenade, un parcours de santé et un petit terrain de pétanque. Ce parc donne aussi accès au chemin de halage qui suit le cours de l'Oise. Et ce chemin fait l'objet d'un projet de voie douce de 9 km entre Saint-Leu-d'Esserand et Creil qui sera réalisé en 2026
pour la circulation des piétons et des cyclistes. La commune compte une trentaine de commerces, boulangeries, boucheries, bar-tabac, bar-brasserie, restaurants, coiffeurs, une retoucherie, un bureau de poste, quelques banques et assurances, auto-école, pompes funèbres et bien d'autres encore. Un petit supermarché se trouve place de la République et un autre à la sortie nord-est de la ville. Sortie où se trouve aussi le grand site de l'agence logistique nationale d'EDF qui assure l'approvisionnement de matériel et de pièces de rechange du groupe EDF. Il y a environ 90 artisans et entreprises, dont quelques-unes aussi au nord-est et au petit terrain. Saint-Leu se trouve sur la ligne SNCF de Pierrelet à Creil qui fut mise en service en 1846 par la Compagnie des chemins de fer du Nord. Pour la santé, la ville compte 3 médecins, plusieurs professionnels de santé, un laboratoire d'analyse, un opticien et 2 pharmacies. Près du collège est établi l'Institut médico-éducatif du Clos du Nid, dont on a déjà vu 2 résidences, une à Cramoisy et l'autre au Tillet, commune de Cire-les-Mélos. Pour les aînés, on trouve la résidence du parc pour les seniors autonomes et une résidence intergénérationnelle dans le quartier de la Solais. La sécurité est assurée par la gendarmerie, la police municipale, la vidéoprotection et le centre de secours de Précy-sur-Oise. 2 campings sont présents à Saint-Leu, le camping de l'Abbatiale à la limite avec Villers-sous-Saint-Leu et Campix sur les hauteurs du Neuillet. Et là, je vous entends dire, mais non, il y en a 3. Et sachez que oui, mais non. Le camping du Pré des Moines se trouve près de Saint-Leu, bien sûr, mais est situé sur le territoire de Gouvieux. Oui, car cet endroit est assez particulier. Au nord de la départementale 44, jusqu'au pont, vous êtes sur le territoire de Saint-Maximin. Au sud, sur celui de Gouvieux, et la rivière l'Oise sert de frontière avec le territoire de Saint-Leu. Voilà. Saint-Leu-d'Esserand accueille Glenn Ferris, célèbre tromboniste de jazz. Maude de Belleroche, actrice, femme de lettres et journaliste, s'est mariée à Saint-Leu. Louise Tiléquet, artiste plasticienne, y a vécu, et surtout, les dernières photographies du chanteur Jim Morrison, du groupe The Who, avant son décès, ont été prises à l'hôtel de l'Oise. Il y a plusieurs gîtes, chambres d'hôtes et l'hôtel de l'Oise qui peuvent vous accueillir si vous désirez visiter Saint-Leu-d'Esserand par vous-même et découvrir ses atouts qui, j'en suis sûr, vous séduiront. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Saint-Leu-d'Esserand, ville très intéressante avec une histoire et un des monuments les plus emblématiques de la région que j'ai apprécié découvrir et dont je vous recommande la visite. Je tiens à remercier Monsieur Besset, maire de Saint-Leu-d'Esserand, Monsieur Tarassi, Madame Godard, Madame Henrissa et Monsieur Duhamel pour leur aide et leur accueil ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi dans les rues de Saint-Leu-d'Esserand et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un j'aime, à partager et surtout à en parler autour de vous. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir la chaîne et mon travail sur ma page Ko-fi dont le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Saint-Leu-d'Esserand.